Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Phantom Liberty, l'extension de Cyberpunk 2077. Je vous donnerai aussi un premier avis sur celle-ci également, sur le DLSS 3.5 et les performances PC, côté carte graphique et processeur, bref, c'est juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là ou les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait, et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, Phantom Liberty, ça fait quelques jours que j'ai eu accès à la version preview du titre, et le NDA autour de l'extension est quand même assez étrange, donc bon, j'ai le droit de parler autant que je veux de l'extension et de mon expérience sur le titre, je peux même vous donner les performances des différents matériels dessus. Par contre, je peux pas vous montrer de vidéo de Phantom Liberty, mais je peux vous montrer des screenshots. Du coup, j'ai aussi tenté de négocier, et je l'ai dit, est-ce qu'on pourrait pas faire défiler les screenshots à 30 images secondes par exemple? On m'a dit non. Bon, j'aurais essayé. Par contre, à partir de ce jeudi et du lancement de la version 2.0 de Cyberpunk, on a le droit de montrer des vidéos de celle-ci. Donc, pour parler des nouveautés technologiques, je vais me baser sur un mix de screenshots de l'extension et de vidéos de la version actuelle. On fait avec ce qu'on a. Alors une fois n'est pas coutume, mais je vais aussi vous donner mon avis à chaud après quelques heures sur le titre. Alors j'ai pas encore pu terminer l'extension, mais j'ai passé plus de 8 heures de jeu vraiment dessus, avant de passer les dernières 48 heures à faire des benches, et je vous avoue que j'ai qu'une envie en réalité, c'est de retourner sur le titre et de terminer l'extension elle-même, ce qui est toujours un plutôt bon indicateur je trouve. Donc Phantom Liberty, ça reste définitivement du Cyberpunk, et si vous avez aimé le jeu de base, vous devriez aimer cette extension sans trop de doute je pense. Personnellement, j'avais beaucoup aimé Cyberpunk à sa sortie, malgré ses défauts, et j'avais eu ce double sentiment en le terminant, d'être à la fois content d'avoir fait le titre, et de le terminer, et j'étais également triste en fait que ce soit terminé. Donc malgré tous ces défauts, bugs et les promesses non tenues, pour moi ça reste un très très bon jeu, et j'ai passé un excellent moment dans l'ensemble, même si ça n'atteint pas, je dirais, le niveau de la saga The Witcher par exemple, de CD Projekt également. Et en parlant de The Witcher justement, si je devais faire un comparatif au niveau des extensions et de leur grandeur, je dirais que Phantom Liberty ça se situe quelque part entre Hearts of Stone et Blood and Wine. Le nouveau quartier, il est plutôt de taille moyenne, comparé à Toussaint sur Blood and Wine justement, même si c'est un petit peu difficile de comparer les deux. Pour ce qui est des nouveautés, une bonne partie d'entre elles sont basées sur l'update 2.0 également. On a les nouveaux talents, les nouveaux implants, les nouveaux systèmes de ce côté-là. Je dirais que c'est dans l'ensemble mieux que sur le jeu de base. J'ai pas encore eu le temps de tester tous les différents builds et tout ça. Alors, j'ai refait mon build de l'époque qui était plus axé sur le combat à distance, et j'ai également fait vite fait un petit build au corps à corps sur le build de force, et c'est vraiment plutôt fun et bourrin. Donc bref, même après un temps d'adaptation pour se remettre un petit peu dans le bain, c'est au final assez clair et j'étais pas vraiment perdu, malgré le fait que j'ai pas vraiment joué à Cyberpunk depuis la fin de mon run, en dehors de tous les benches que j'ai fait sur le titre. Le nouveau système de police, c'est clairement une repompe de celui de GTA, avec le système d'étoiles et d'escalade du nombre de policiers au plus on fait de délits. Et ensuite, le cache-cache pour faire baisser le niveau de recherche et tout ça, ça fonctionne de la même façon que sur GTA. Donc c'est mieux qu'avant. Par contre, le comportement au combat de la police et des PNJ en général, ça me paraît pas être incroyablement mieux que ce qui se passait, je dirais, au lancement du jeu. Alors c'est peut-être mieux, mais c'est vrai que ça commence à remonter, mais je dirais que ça m'a pas spécialement sauté aux yeux. Par contre, en ce qui concerne l'IA en général des PNJ dans la ville, des passants et tout ça, ça me paraît quand même un petit peu mieux qu'à l'époque de la sortie, même si une bonne partie des améliorations datent déjà d'il y a quelques patchs, je pense, mais c'est clairement un petit peu plus cohérent que ce qui se passait à la sortie. On a toujours des comportements parfois assez étranges, voire un petit peu comiques de la foule, mais ça paraît moins stupide qu'avant. Par exemple, les gens en voiture tentent au moins d'esquiver un peu les blocages,
les PNJ partent plus dans tous les sens ou dans exactement la même direction quand ils essaient de fuir par exemple, ou à rester accroupis sans bouger comme ils le faisaient parfois, en groupe, en grande quantité, ce qui était plutôt rigolo à l'époque. Alors pour l'histoire en général, bon, déjà je l'ai pas terminé, mais je me régale très clairement. Les quêtes secondaires par contre, ça me paraît pas incroyable ou aussi profond que certains arcs secondaires qu'on avait eu sur le jeu de base, mais j'espère encore quelques bonnes surprises de ce côté-là. Sinon le côté espionnage de la trame principale, même si c'est un petit peu amené en mode gros sabot au début de l'extension, bon, ça reste vraiment sympa, et plus que les détails narratifs, c'est plus les personnages en fait qui donnent vie à celle-ci. Et je trouve que plus que l'écriture de l'histoire elle-même, c'est plus les personnages eux-mêmes qui sont intéressants, qui donnent envie de continuer et de voir la suite. Donc je suis très curieux de continuer en fait. Pour la durée de vie, je sais pas exactement, il paraît que c'est bouclable en ligne droite et en rushant assez vite en 10-15 heures. Alors personnellement, moi sur ce type de truc, j'ai plutôt envie de prendre mon temps, d'autant plus que ce sera l'unique extension du jeu. J'espère en tirer 20-25 heures dans le meilleur des cas. Je pense que j'y arriverai parce que clairement de ce que j'ai fait dans les 8 heures, j'ai pris mon temps. Donc bref, si vous avez aimé Cyberpunk, vous devriez aimer Phantom Liberty. Et si vous aviez détesté, ça devrait pas trop changer ici, ça reste la même recette. Il n'y a pas de révolution énorme à attendre, il y a de grosses améliorations systémiques et de corrections un petit peu partout, mais à son corps, je dirais que ça reste Cyberpunk avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, juste que le jeu est maintenant dans un bien meilleur état, et ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il aurait dû être à la base. Mais ce sera jamais un jeu parfait, ou le Cyberpunk fantasmé ou promis qu'on avait eu avant sa sortie en fait. Donc bon, pour moi, faut le prendre pour ce qu'il est, c'est un bon jeu. Après, est-ce que ça vaut les 30 € demandés ici pour l'extension ? Personnellement, moi je suis client, mais si vous n'êtes pas fan du jeu de base ou sans plus, je dirais attendez plutôt les promos, ou une édition, je dirais GOTY ou définitive si vous n'avez pas le jeu de base non plus. Sinon, d'un point de vue technique, graphique, sonore, c'est une grosse start encore une fois. Le jeu de base était déjà très très beau et immersif, mais là je trouve que sur la direction artistique, les artistes de CD Projekt, ils se sont fait plaisir. Je trouve que c'est clairement un niveau au-dessus du jeu de base, que ce soit le level design, les assets, leur placement, ça fourmille de détails, et on sent que les développeurs ont clairement tout donné ici. L'ambiance est toujours aussi prenante, et c'était déjà, je trouve, une des grandes forces du jeu de base. Là j'ai trouvé que c'était encore un cran au-dessus. Alors par contre, ce step-up technique, ça vient pas sans contrepartie. Le jeu est clairement plus lourd qu'avant, d'un point de vue hardware en fait. Et on voit que d'avoir lâché le support des anciennes consoles, ça a permis, je dirais, de pousser le jeu plus loin techniquement. Et pour la version PC, comme celle-ci a pas mal évolué depuis sa sortie, on va faire l'état des lieux assez rapidement. Alors on est bien évidemment toujours sur le moteur maison de CD Projekt, le Red Engine. Depuis la sortie du titre en 2020 où on avait eu le ray tracing avec uniquement le DLSS, on a depuis un bon moment maintenant déjà tous les autres upscalers. Alors on avait eu le FSR1 quand il était sorti, ça a été remplacé ensuite par le FSR2, et on a également le XeSS qui a été rajouté il n'y a pas très longtemps dans sa version 1.1. Et pour moi à l'heure actuelle, le XeSS ça reste plus propre que le FSR2 aussi sur ce titre-là, donc même si vous avez une carte AMD, je vous conseillerais d'utiliser le XeSS sur le titre. Cyberpunk ça a aussi été un des premiers jeux avec le Frame Generation, donc le DLSS 3, et c'est toujours pour moi un des jeux où celui-ci fonctionne le mieux, et où ça apporte vraiment clairement un plus. Que ce soit au niveau dont il gère sa latence ou la qualité d'image, c'est dans l'ensemble vraiment plutôt propre, même s'il reste quelques petits problèmes, comme par exemple les feuilles qui volent, qui sont toujours un petit peu buggées, particulièrement quand il y a un petit peu de fumée qui se promène à l'image aussi. Cyberpunk, c'est aussi un des premiers titres à avoir le pass tracing. Alors la différence avec le ray tracing, c'est que le ray tracing sur PC dans la plupart des jeux, c'est un mix de rasterisation classique et d'effets ray tracés. Donc on a par exemple les reflets, les ombres, l'illumination globale, bref. On répartit le ray tracing par petites touches, mais je dirais que c'est un rendu hybride, et on peut activer, désactiver tel ou tel effet. Le pass tracing par contre, lui il va englober l'éclairage du jeu dans son ensemble, et tout est géré en ray tracing, ce qui implique là aussi un coût en ressources assez énorme, et on y reviendra ensuite. Et donc ici la nouveauté technique pour le lancement de Phantom Liberty, c'est que c'est le premier titre à incorporer le Ray Reconstruction d'NVIDIA, donc le DLSS 3.5. Et le DLSS 3.5, j'ai déjà détaillé son fonctionnement, ce que c'est, pourquoi et quoi en attendre, et je l'ai fait dans une vidéo que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse, et le lien sera dans la description ici juste en dessous. Mais bon, dans les grandes lignes, le Ray Reconstruction, c'est surtout une feature qui permet d'améliorer la qualité d'image et la stabilité de l'image en faisant du ray tracing, en utilisant des modèles d'intelligence artificielle afin de remplacer les denoisers, et non pas les dinosaures, les denoisers traditionnels dans le jeu.
Et bon, ce qui saute le plus aux yeux quand on l'active, c'est au niveau des reflets, qui sont maintenant beaucoup plus nets qu'auparavant. Et si vous trouviez que c'était un petit peu trop miroir auparavant, ben mauvaise nouvelle, c'est encore plus net maintenant. Alors après, je vous rappelle quand même que c'est un choix des développeurs, c'est un choix artistique de mettre ce type de reflet à certains endroits, puisqu'on a aussi d'autres surfaces réfléchissantes qui ne sont pas de type miroir ou chrome partout non plus. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu plus près, quand les gens par exemple marchent sur une surface réfléchissante, c'est vrai que c'est un peu plus net, c'est un petit peu plus cohérent dans l'ensemble. Après, on gagne aussi beaucoup sur la stabilité de l'image et du path tracing en particulier. On avait parfois des effets de shimmering qui sont apparents, comme on peut le voir ici, car le denoiser de base n'est pas assez performant, mais je dirais et rapide pour calculer les rayons correctement. Au niveau de la vitesse à laquelle l'environnement s'adapte à des changements d'éclairage rapides, qui était vraiment une des faiblesses du ray tracing, et bien là on voit qu'avec le Ray Reconstruction, les changements se font beaucoup plus rapidement, et c'est du coup beaucoup plus, je dirais, naturel au niveau du rendu, même si c'est pas encore totalement parfait, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Alors par contre, avec le Ray Reconstruction, tout n'est pas parfait non plus, j'ai remarqué quelques défauts qui n'apparaissent pas sans le Ray Reconstruction. J'ai vu du ghosting plus prononcé à certains endroits. Bon là vous pouvez pas le voir en image, mais ce qui pose problème sur ce screenshot, c'est que le PNJ bouge avec un grillage derrière qui réfléchit de la lumière, et donc ça crée un ghosting assez désagréable et assez apparent quand on regarde la scène. Alors c'est pas dramatique, mais ça se voit clairement là, alors que quand on désactive le Ray Reconstruction, ça se passe un petit peu mieux, même si le grillage lui-même derrière, du coup, a un rendu un petit peu différent. Alors j'ai aussi encore vu un petit peu de shimmering sur certaines surfaces assez complexes, comme sur certains volets, je peux pas vous le montrer en image, mais bon, moi je l'ai aperçu. Et j'ai également pu observer quelques petits problèmes quand il pleut, par exemple, sur les antennes au loin, où on voit que l'algo galère un petit peu à rester stable, et à comprendre ce qui se passe, je pense, et on avait les antennes qui dansaient un petit peu au loin. Alors, j'aime bien les antennes dansantes, bon, je pense que c'est pas censé se produire. Donc bon, le Ray Reconstruction, le DLSS 3.5, ici c'est une première version, et dans l'ensemble ça fonctionne déjà vraiment pas mal, et je pense qu'NVIDIA fera en sorte d'améliorer son algo et son intelligence artificielle pour corriger les défauts de jeunesse. Donc bref, le Ray Reconstruction, certains diront que c'est gadget et pas indispensable, alors non, c'est pas indispensable comme beaucoup de choses dans la vie, surtout que tout n'est pas encore parfait, mais ça reste une technologie vraiment très intéressante et c'est plutôt convaincant dans l'ensemble également, surtout qu'en plus on perd rien au niveau des performances, on en gagne. Donc la plupart du temps c'est un gain visuel et en plus de performance, même si du côté gain performance c'est pas absolument délirant, mais je dirais que le ratio qualité d'image gain performance, je dirais qu'ici c'est tout gagnant. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que pour l'instant, le Ray Reconstruction ne fonctionne qu'en mode path tracing sur Cyberpunk. Et c'est quand même assez gênant, puisque du coup, même si le Ray Reconstruction fonctionne sur toutes les RTX, le fait que ce ne soit ici utilisable qu'en path tracing, ça réduit fortement l'intérêt pour les autres cartes de la gamme, puisqu'en réalité, le path tracing n'est quasiment utilisable qu'avec les plus grosses cartes en RTX 4000 déjà maintenant. Mais bon, de ce qu'on m'a dit, c'est que le Ray Reconstruction pourrait arriver plus tard pour les modes Ray Tracing classiques dans le titre, et j'espère que ce sera le cas, puisqu'en réalité, il n'y a rien qui empêche que le Ray Reconstruction fonctionne avec le Ray Tracing classique, et non pas juste avec le path tracing comme à l'heure actuelle. Sinon, pour la lourdeur de l'extension, ce qui fait que le jeu soit plus gourmand qu'avant en matériel, c'est aussi que le nouveau quartier est à la fois beaucoup plus ouvert et plus chargé en assets que le jeu de base. C'est vraiment très dense à tous les niveaux. Au niveau géométrie, architecture, c'est dans l'ensemble aussi beaucoup plus complexe et plein de détails partout. Et c'est aussi un petit peu moins cloisonné, je dirais, on n'a pas autant de building pour masquer et soulager un petit peu la charge, comme c'était le cas dans la ville de base. On a aussi, je trouve, plus de PNJ qui se baladent en général, donc le poids côté processeur est aussi un petit peu plus important, je pense. Alors CD Projekt indique bien que le jeu nécessite maintenant un SSD pour fonctionner correctement sur PC. Il n'y a pas de direct storage ici, mais clairement, je dirais que le nouveau quartier est plus gourmand en ressources que Night City. Mais bref, allons voir ce que ça donne pour les performances du côté des cartes graphiques et des processeurs. Alors j'ai fait pas mal de bench ces derniers jours. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'on est en mode ultra, donc oui, même sans ray tracing, ce sera très lourd. Mais n'oubliez pas qu'on peut aussi jouer en mode détail élevé, ça permet de gagner 10 à 15% de performance sans perte visuelle incroyable par rapport au mode ultra, et même en médium ou en low, le jeu reste vraiment très joli dans l'ensemble. Donc ici, c'est un petit peu le pire cas de figure possible. Pareil en ce qui concerne les performances en ray tracing, j'ai fait les tests en ray tracing ultra et en path tracing également, avec
et sans upscaling, des tests avec FrameGen et sans FrameGen. Et pour les tests en path tracing, j'ai fait des tests uniquement en 1440p et en 4K avec upscaling, directement en mode qualité pour le 1440p et en mode balance pour le 4K, et avec et sans ray reconstruction. Upscaling directement, car honnêtement le path tracing c'est quasiment inutilisable, même avec une 4090, sans être upscalé. Donc bon, pareil pour le FrameGen en path tracing avec et sans ray reconstruction pour avoir une idée de l'impact sur les performances du DLSS 3.5. On retrouve donc une vingtaine de cartes graphiques, 8 processeurs pour la scène utilisée. Bon, j'ai pas le droit de vous la montrer, mais je peux vous montrer le screenshot du début de la scène et de la fin. Donc en gros, on traverse Docton en ligne droite pendant 90 secondes. Donc bref, allons voir ce que ça donne. Et donc on commence avec le 1080p Ultra. Alors ce que l'on peut observer ici, c'est qu'en haut du tableau, on retrouve la 7900 XTX, la 4090 et la 4080. On voit que la 7900 XTX arrive très légèrement en tête, mais très clairement pour les trois cartes, c'est le même niveau de performance. Ici, on vient taper la limite du processeur. On retrouve derrière la 4070 Ti et ensuite la 7800 XT. Et ce qu'on peut déjà commencer à observer, c'est que les Radeon ont un léger avantage sur les 1% sur le titre, ça se retrouve à peu près à chaque niveau de performance, comme là on peut voir que la 7800 XT fait un petit peu mieux sur les 1% que la 4070 Ti. Et comme on pouvait s'en douter, je dirais que les 4 cartes 7800 XT, 3080, 4070 et 6800 XT sont plus ou moins au même niveau de performance avec la 7700 XT qui arrive juste derrière. On retrouve ensuite la vénérable 2080 Ti qui s'en sort toujours plutôt correctement, suivi des 4060 Ti 16 et 8 Go, et on voit que sur ce titre-là, la 4060 Ti 16 Go a tout de suite un petit avantage. On voit ensuite la 6700 XT, la 7700, la 3060 Ti, et même l'Arc A770 qui sont plus ou moins au même niveau de performance, et même en ce qui concerne la 4060 et la 750, elles sont pas très loin derrière. Un petit peu plus bas, on retrouve la 3060 qui se maintient aux alentours des 60 fps en moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Et on retrouve derrière la 1080 Ti qui est un petit peu plus à la peine ici puisqu'elle se retrouve en face de la 6600 et de la 2060 qui commence déjà à être pénalisée par ses 6 Go de VRAM puisque comme on peut le voir au niveau des 1%, elle prend quand même tarif. Ce qui est un petit peu dommage en réalité puisque s'il n'y avait pas ce problème au niveau de la VRAM pour la 2060, elle aurait des performances beaucoup plus stables et elle serait même plutôt proche de la 1080 Ti. Ceux qui se posent la question comment ça se fait que la 2060 arrive au niveau de performance de la 1080 Ti, c'est tout simplement parce que la 1080 Ti commence à vieillir, je dirais, au niveau de ce qu'elle est capable de faire dans les jeux plus récents. Il y a des instructions dans DirectX 12 par exemple qui ne sont pas bien gérées par la 1080 Ti, qui était une carte clairement taillée pour DirectX 11 à l'époque, et elle commence tout simplement à montrer son âge ici. Malgré tout, je trouve qu'elle s'en sort encore pas si mal que ça, puisqu'on n'est pas très loin des 60 fps. Ici, on a un mode ultra, si on baisse un petit peu les détails, elle devrait s'en sortir aux alentours des 60 fps sans trop de problèmes. Et en bas du tableau, on retrouve la triplette GTX 1060, RX 570, 8 Go et Arc A380, avec clairement un avantage pour les cartes d'NVIDIA et d'AMD ici, la carte d'Intel est déjà un petit peu en difficulté. Là aussi, même pour ces cartes-là, on voit qu'on n'est pas très loin des 30 fps, ce qui est pas si mal que ça, vu l'âge des cartes et vu la lourdeur du jeu. En faisant quelques concessions, je pense qu'il y a moyen d'arriver aux 30-40 fps. Pour ce qui est du 1440p, on va aller un petit peu plus vite. Bon, dans les grandes lignes, le classement change pas énormément. On voit juste que les écarts commencent à se marquer un petit peu plus. La 4090 prend la tête, même si au niveau des 1%, la 7900 XTX reste très bonne. La 4080 commence à arriver un petit peu derrière. On voit que la 7800 XT n'est plus si loin que ça de la 4070 Ti. C'est quelque chose qu'on avait déjà pu observer dans le test de la 7800 XT. Sur Cyberpunk 2077, les cartes d'AMD s'en sortent plutôt pas mal en rasterisation. Et dans l'ensemble, on voit que c'est le niveau de performance de la 2080 Ti qui commence à être nécessaire pour taper les 60 fps en moyenne. Déjà ici, faudra baisser le niveau de détail sur un paquet de cartes pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide dans l'ensemble. En 3440 par 1440, ça bouge pas énormément par rapport au 1440p. Par contre, ce qu'on commence à observer, c'est que ça commence à aller taper un petit peu plus du côté de la VRAM, puisque comme on peut le voir, la 4060 Ti 8 Go commence déjà à souffrir un petit peu. Là où par exemple la 3060 Ti est moins impactée, puisqu'au niveau des 1% elle se comporte mieux, puisque celle-ci a un bus mémoire quand même beaucoup plus large. La 4060, on a l'impression qu'elle se maintient mieux, mais c'est parce qu'elle part de moins haut, puisqu'au niveau des 1%, en réalité elle se comporte exactement de la même façon. Là, ce qui se passe, c'est pas que c'est injouable avec ces deux cartes-là, par exemple, c'est qu'on a des spikes. À certains moments, il y a des gros stutters qui apparaissent, et c'est ce qui fait que l'on voit des 1% aussi bas, tout comme pour la RTX 2060, qui, depuis le début, était un petit peu en difficulté de ce côté-là. Et une fois qu'on passe en 4K, là c'est quand même très compliqué pour la majorité des cartes, puisque même la RTX 4090 ne propose qu'environ 80 fps de moyenne en 4K en rasterisation.
Donc oui, le jeu est quand même particulièrement lourd, et on voit que même la 4080 arrive à peine à arriver aux alentours des 60 FPS de moyenne. On voit derrière que la 4070 Ti commence à chuter, comme d'habitude quand on arrive en 4K, ce qui fait que la 3080 arrive pas très loin derrière, comme la 7800 XT, la 6800 XT et la 4070, qui elle aussi chute un petit peu plus. Et on voit que c'est maintenant la 2080 Ti, encore une fois, qui arrive aux alentours des 30 FPS de moyenne, là où tout à l'heure, en 1440p, c'était elle qui maintenait un petit peu les 60. Bon, c'est quand même très compliqué, je dirais qu'ici déjà, hein, en 4K, même sans ray tracing, il faudra passer par l'upscaling sur la majorité des GPU du marché pour avoir quelque chose qui tourne aux alentours des 60 FPS. Ce qu'on voit aussi très clairement, c'est que les cartes avec 8 Go de RAM sont toutes en grosse difficulté, que ce soit au niveau des performances globales, puisque ce sont des cartes en grande majorité moins puissantes, ou au niveau de la VRAM elle-même, puisqu'il y a beaucoup, je dirais, de ralentissement, beaucoup de stutter, et ça se ressent sur les 1%. On passe en 1080p avec ray tracing en mode ultra, et là c'est tout de suite déjà très compliqué pour beaucoup de cartes, hein. Déjà pour avoir 60 fps, même la 4070 et la 3080 n'y arrivent pas, et la 7900 XTX non plus, donc c'est déjà la 4070 Ti minimum pour y arriver sans upscaling. Plus globalement, on voit ici que tout comme en 4K en raster, les cartes avec 8 Go de RAM sont déjà quand même assez en difficulté, puisqu'on a déjà des chutes de FPS assez marquées pour toutes les cartes avec 8 Go de VRAM. En 1440p, alors je vais pas vous faire un dessin, ça devient encore plus compliqué bien évidemment. Ce que l'on peut noter, c'est que la 3080 avec ses 10 Go de RAM commence à être pénalisée par ces 10 Go de RAM, là où la 4070 avec ses 12 Go à moins de chute de FPS. Mais bon, comme on peut l'observer ici, de toute façon, pour toutes les cartes en dessous de la 3080 et de la 4070, on n'arrive pas à maintenir les 30 FPS de moyenne. Donc déjà là, c'est upscaling obligatoire. En 3440 par 1440, alors j'ai viré une paire de cartes les moins puissantes, puisque de toute façon, elles sont incapables de le faire tourner. Et on voit déjà ici que la 4090 arrive à peine aux 60 FPS de moyenne, tout en ne les atteignant pas. Donc c'est vraiment très compliqué. Pour toutes les cartes ici, c'est quasiment injouable. Du coup, en 4K, c'est encore pire, hein. On voit qu'il n'y a que la 4090 qui arrive à être au-dessus des 30 FPS de moyenne. Toutes les autres cartes, on peut oublier, il faut obligatoirement passer par de l'upscaling. Et en parlant d'upscaling justement, alors j'ai fait les tests en 1440p et ray tracing ultra, ici avec le DLSS, le FSR ou le XeSS selon les cartes en mode quality. Donc je dirais que pour moi, c'est un petit peu le minimum acceptable en 1440p, c'est vrai qu'en dessous du mode quality, ça devient vite très moche. Et on voit que dans l'ensemble, alors c'est un petit peu plus confort pour la plupart des cartes, mais c'est pas non plus méga fluide pour autant. Et on voit qu'il faut quand même à minima une 4070 ou une 3080 pour avoir aux alentours des 60 FPS de moyenne dans ces conditions-là. Et on voit que toutes les cartes en dessous sont toujours en grande difficulté, particulièrement les cartes avec 8 Go de VRAM qui souffrent quand même pas mal. Même les cartes qui ont plus de VRAM mais qui sont pas très performantes en ray tracing, ça reste vraiment très compliqué de pouvoir jouer dans ces conditions-là. J'ai également fait le même test avec le Frame Generation d'activer, alors là forcément ça se passe un petit peu mieux pour les cartes d'NVIDIA, donc on espère vraiment que AMD va arriver rapidement avec son FSR3 pour améliorer aussi les choses pour les cartes d'AMD, mais aussi pour quelques cartes d'NVIDIA qui pourraient en profiter également, particulièrement le haut de gamme par exemple des RTX 3000, pour lesquels ça permettrait d'avoir de meilleures performances qu'actuellement. On pourrait avoir pas très loin, on imagine des 90 FPS également pour la 3080 ici, puisque la 4070 y arrive. Par contre, en dessous de la 4070, alors ce qu'on voit c'est que la 4060 Ti 16 Go, elle arrive aux 71 FPS de moyenne, là où la 4060 Ti 8 Go, pour rappel, le FrameGen ça bouffe aussi de la VRAM, là c'est très compliqué puisque certes on a 42 FPS de moyenne, mais on a des grosses chutes de FPS, pareil pour la 4060, en réalité c'est pas vraiment utilisable. Pour la 60 Ti 16 Go ça passe à peu près, c'est clairement pas optimal puisque pour le FrameGen on aime avoir quand même un petit peu plus de FPS de base pour que ce soit utilisable. Pour la 4K RT Ultra avec upscaling en mode balanced, c'est toujours très compliqué, il y a que quelques cartes qui arrivent à s'en sortir, et on voit que même la 4080 dans ces conditions là n'arrive à maintenir qu'environ 60 FPS de moyenne, donc c'est quasiment inutilisable pour tout le monde en réalité, même avec de l'upscaling en 4K. Et si dans les mêmes conditions on active le FrameGen sur les cartes d'NVIDIA pour l'instant, alors ce qu'on peut observer c'est que les cartes avec 12 Go de VRAM sont en grande difficulté également, puisque là ça devient too much. Et c'est un petit peu dommage puisqu'on voit que la 4060 Ti 16 Go, elle a pas ce problème, elle a suffisamment de VRAM, donc les chutes de FPS sont moins fortes. C'est pas pour autant que c'est très jouable sur la 4060 Ti, c'est juste qu'elle a pas les mêmes contraintes pour la 4070 Ti et la 4070. C'est très borderline en réalité, c'est jouable mais c'est pas hyper agréable puisqu'on a des chutes de FPS assez régulièrement. On fera d'autres réglages pour que ce soit jouable. On passe ensuite en 1440p en path tracing avec upscaling en mode quality, et on voit déjà rien que comme ça,
ben c'est un carnage, hein. Il n'y a que la 4090 et la 4080 qui arrivent à s'en sortir pour avoir aux alentours des 60 fps constants. J'ai également testé avec et sans Ray Reconstruction, et on voit que celui-ci clairement apporte un petit boost au niveau des performances, mais c'est pas un boost de performance très élevé. Le DLSS 3.5, hein, c'est très clairement fait pour améliorer la qualité d'image, pas vraiment pour les performances, même si on a un petit gain. Une fois qu'on active le Frame Generation, alors ça se passe tout de suite un petit peu mieux pour la plupart des cartes de chez Nvidia, on voit qu'ici maintenant, même la 4070, ça arrive à se maintenir aux alentours des 60 fps de moyenne, ce qui n'est pas idéal, mais je dirais que c'est jouable. Et une fois qu'on active le Ray Reconstruction, on voit qu'on arrive même pas très loin des 70, donc très clairement avec le FrameGen d'activer, on a encore un petit gain en plus au niveau des performances, ce qui est plutôt logique en réalité, et comme on peut le voir, la 4060 est 8 Go et la 4060 avec leur 8 Go de VRAM ici, c'est impossible à faire tourner, là où le modèle avec 16 Go s'en sort un petit peu mieux, mais c'est loin d'être agréable pour autant. Toujours du path tracing, mais maintenant en 4K, avec upscaling en mode balanced, et comme on peut le voir, il n'y a que la 4090 qui arrive pas très loin des 60 fps de moyenne, avec le Ray Reconstruction. Pour toutes les autres cartes, en réalité, c'est quasiment injouable, en dehors de la 4070 Ti qui arrive à se maintenir aux alentours des 30 fps de moyenne. Et une fois qu'on active le FrameGen, eh bien en réalité, comme on peut le voir ici, les deux seules cartes qui permettent de faire ça, dans des conditions plutôt correctes, c'est la 4090 et la 4080. On voit que le Ray Reconstruction, ça apporte un petit gain de performance, pas énorme, hein, mais un petit gain quand même, et c'est constant, je dirais tout le temps, puisqu'on voit qu'on en a même un sur la 4070 Ti ou la 4070, mais elle s'approche des 30 fps de moyenne avec le FrameGen, donc c'est vraiment pas idéal du tout. Il faudra mettre des réglages un petit peu moins gourmands ici, puisque c'est pas utilisable en l'état. Et enfin on termine du côté des processeurs, et là on voit que c'est tout de suite très compliqué également, c'est vraiment très lourd dans l'ensemble, puisqu'il faut vraiment des processeurs, je dirais, très performants pour tirer le meilleur parti de la 4090. Puisqu'on voit par exemple qu'avec un Ryzen 3600, la 4090 arrive à peine aux alentours des 80 fps de moyenne en 1080p en rasterisation. Ce qui fait que ces performances restent quasiment les mêmes, qu'on soit en 1080p ou en 4K, hein, puisque certes on a une baisse des performances, mais elle n'est pas énorme. Pareil pour le Ryzen 5600, ça reste très compliqué également, puisqu'on est aux alentours des 100 fps en 1080p, et en 4K, on est un petit peu derrière les autres processeurs, même les plus performants, mais on a un déficit un petit peu plus important sur les 1%. Et on voit que le 5800 X3D, même si ça apporte un gain de pas très loin de 30% par rapport au Ryzen 5600, c'est un petit peu moins bien que le Ryzen 7600, ou particulièrement le 7800 X3D, qui est quand même loin devant ici, en dehors de la 4K, où c'est un petit peu plus serré, même si, même pour le 5800 X3D, on voit qu'au niveau des 1% ici, il fait moins bien que le Ryzen 7600 ou le 7800 X3D. Du côté de chez Intel, ça se passe pas trop mal, hein. Dans l'ensemble, on voit que le 12600K et le 13600K sont à un niveau de performance tout à fait correct, même si on est un petit peu en retrait par rapport au 7800 X3D, mais je dirais que ça c'est plutôt logique. Le 13900K, si on extrapole, devrait pas être très loin du 7800 X3D ici. Par contre, comme on peut le voir pour l'i3 13100, ce qui va le pénaliser lui, c'est ses 4 corps. Hein. Très clairement là, c'est un jeu où les 4 corps moulinent quasiment à fond de balle, et c'est assez rare pour être souligné, donc c'est un jeu qui utilise pas trop mal le multithread. Là, le 13100 est un petit peu plus en difficulté du coup. Après, même s'il est en difficulté par son manque de corps, on voit qu'il se débrouille pas si mal que ça, puisqu'il fait toujours plus ou moins jeu égal avec le Ryzen 5600, comme il le fait quasiment toujours en réalité. Alors au final, techniquement parlant, Phantom Liberty, je trouve que c'est vraiment très beau. Sur un écran OLED, en HDR, en path tracing, enfin vraiment, je trouve que c'est une claque. Après oui, c'est lourd, c'est très lourd. Et clairement, pour exploiter le jeu tout à fond, ça nécessite vraiment du très gros matos, du trop gros matos, on peut le dire. Pour le ray tracing en général, comme d'habitude, certains diront que ça ne sert à rien, d'autres diront que c'est génial. Personnellement, le ray tracing classique, je dirais, ça apporte quand même un petit plus dans l'ensemble, et ça reste un des jeux qui l'utilise le mieux, par rapport à tout ce qu'on a vu qui était sorti dernièrement. Ça reste un des meilleurs exemples pour le ray tracing. Par contre, pour le path tracing, alors c'est vraiment hyper lourd et c'est normal, hein. Techniquement parlant, je dirais que c'est même un exploit que ça tourne en temps réel sur un jeu pareil. Alors oui, pour pouvoir en profiter, il faut quasiment obligatoirement une RTX 4000 et utiliser le FrameGen, ce qui limite forcément le public potentiel, et c'est quand même plutôt dommage, et on espère que le FSR3 d'AMD par exemple permettra de venir donner un second souffle à certaines cartes qui n'ont pas accès au FrameGen à l'heure actuelle.
Après, personnellement, je trouve que la différence entre le ray tracing et le path tracing est quand même plutôt marquée. Il y a des endroits où c'est vraiment très visible. Mais je dirais qu'on a vraiment plusieurs steps en fait au niveau de la qualité d'image. On a le mode rasterisation en mode ultra qui est vraiment très beau dans l'ensemble. Le ray tracing classique en mode ultra, ça reste vraiment super joli. Et le path tracing, c'est encore un cran au-dessus. Mais ça reste un luxe qui est très cher payé en l'état. Donc je pense que malgré tout, on devrait voir apparaître des modes qui permettront de baisser, je dirais, le nombre de rayons pour le path tracing, comme ça avait été fait pour le Cyberpunk de base. Et ça devrait rendre le path tracing un petit peu plus accessible pour les cartes qui galèrent un petit peu. Alors certes, ça rend le path tracing un petit peu moins stable que le réglage de base, mais je dirais que c'est une option tout à fait valable, et peut-être même qu'ici, le Ray Reconstruction pourrait encore plus aider à, je dirais, boucher les trous, vu qu'on envoie de moins rayons. Donc ça peut être, je dirais, un compromis intéressant, ça reste à voir. Pour autant, est-ce qu'il faut passer à la caisse juste pour un seul jeu? Bah non, clairement pas. Je dirais que ce soit le ray tracing ou le path tracing, ça reste des plus, mais le jeu et son intérêt reste le même en fait. Le jeu ne devient pas moins bien si on doit y jouer en raster médium plutôt qu'en ray tracing, c'est toujours le même jeu, c'est juste qu'il y a moins de fioritures autour, et personnellement, j'irai pas me ruiner pour profiter d'un jeu ici, et d'une simple extension en fait avec tous les réglages au max. Pour moi, en fait, ça donne surtout un aperçu de ce que les jeux pourront proposer dans le futur, une fois que le matériel nécessaire soit un petit peu plus accessible pour le grand public. Donc quelque part, c'est un petit peu plus une démonstration technique qu'autre chose, mais ça reste quand même, pour l'instant avec Fortnite, je dirais la meilleure démo technique pour le ray tracing en général. Côté processeur, par contre, c'est quand même plutôt violent, comme on l'a vu, le Ryzen 3600 par exemple, il a quand même assez de mal à atteindre les 90 FPS avec une RTX 4090, et au niveau des 1%, c'est encore plus compliqué, et quand on voit ça, on comprend tout de suite pourquoi l'extension n'est pas disponible sur les PlayStation 4 et Xbox One. Le processeur qui les équipe, en fait, il en serait totalement incapable. Côté puissance graphique demandée, je trouve qu'il y a toujours moyen de le faire tourner sur des machines un petit peu plus modestes. En 1080p Ultra, comme on l'a vu, même une GTX 1060 ou une RX 570 sont pas très loin des 30 FPS en Ultra. Donc en baissant les détails, on doit pouvoir atteindre au moins les 40 FPS, voire peut-être les 50 ou les 60, je sais pas, j'ai pas essayé. Alors certes, c'est pas incroyable, mais je pense que c'est jouable. Côté VRAM, on a aussi vu que le jeu est plus gourmand que le jeu de base aussi. Et c'est plutôt normal, parce que comme j'ai dit précédemment, il y a beaucoup plus d'assets, plus de PNJ, c'est plus ouvert en général, et tout ça, ça a un coût, particulièrement en ray tracing, où dès le 1080p, les cartes avec 8 Go de RAM sont quasiment disqualifiées d'office avec des chutes et des stutters bien présents. Par contre, j'en ai pas parlé, mais le Cyberpunk de base reste plus ou moins au même niveau de gourmandise, ça change pas vraiment vis-à-vis des anciens patchs. J'ai fait quelques runs avec et sans le patch 2.0, et même si les processeurs d'AMD sont mieux gérés qu'auparavant, quand ils ont beaucoup plus de cœur, ça n'a pas un impact énorme sur les performances en dehors des 1% qui sont un petit peu plus stables. Donc, petit gain de performance pour les processeurs d'AMD sans avoir besoin d'installer un patch, ou un mod plutôt. Vous avez plus de chances d'être limité par la carte graphique que par le processeur de toute façon. Donc l'impact, le gain du côté du processeur est sympathique, mais ça change pas grand chose à l'usage. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette sortie de Phantom Liberty qui débarque officiellement le 26 septembre, et j'espère que vous apprécierez l'extension autant que moi. Personnellement, je vais bien prendre mon temps pour le terminer, et savourer, je dirais, un petit peu ce dernier tour de piste pour Cyberpunk. Et un autre petit regret, en fait, c'est un petit peu dommage que ce soit la seule extension, et je regrette aussi quelque part que CD Projekt abandonne son moteur maison ici, puisque quand on voit ce dont il est capable, c'est un petit peu triste en fait, puisque bon, chez Unreal Engine 5, ça propose sûrement des choses intéressantes, ou que ce soit un petit peu plus simple du côté développement pour certains trucs, mais bon, le Red Engine, ça a son petit cachet aussi et son style, et si c'est son chant du cygne, bon, il part quand même sur une dernière claque visuelle, et je suis content de me l'être prise aussi, donc bon, bravo malgré tout à l'équipe de CD Projekt pour avoir pondu cette extension qui est de plutôt bonne facture. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. Il y a la page Ko-fi, tout ça également. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!